Quand j'entre dans un processus participatif, je ne peux pas être d'avis que tout le monde sera toujours d'accord avec tout le monde et aussi avec moi-même. Alors là, la contestation peut parfois être quelque chose de très difficile et parfois aussi insoluble. On peut arriver à des situations où il faut prendre une décision et où on sait très bien qu'elle ne correspondra pas à l'opinion de tout le monde. Mais il faut assumer ce genre de débat. Il ne faut pas passer à une stratégie où on impose tout de suite par le haut. Il faut ouvrir le dialogue, il faut essayer de le réussir et, le cas échéant aussi, décider qu'on n'est pas d'accord. Mais cela est souvent beaucoup plus riche en perspective de compromis qu'on ne l'imagine si tout le monde vient avec l'idée d'être constructif. Et des deux côtés d'ailleurs. Ça doit être l'attitude du décideur politique, de celui qui a la légitimité démocratique par l'élection, mais ça doit être aussi être le cadre de chef de celui qui conteste parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il y a un parc d'éoliennes qui vient trop proche, ou il y a autre chose qui se décide en termes d'infrastructure qui ne lui convient pas, ou qui souhaite autre chose que ce qui est en train d'être décidé. Il faut venir toujours avec une ouverture d'esprit orientée vers le dialogue et aussi avec une attitude qui ne part pas d'une conception préalable qui veut qu'on a toujours raison soi-même. Moi, je crois que le rôle des fonctionnaires et des agents publics a beaucoup évolué au courant des dernières décennies. On s'éloigne de plus en plus d'une conception de l'État qui commande et le citoyen qui assume ou qui est là comme usager avec un certain nombre de droits. Nous sommes de plus en plus dans des contextes où tout le monde a la légitime ambition d'être d'une façon ou d'une autre associé à ce qui se décide, et cela au-delà de l'exercice de l'élection elle-même. Et là, les fonctionnaires sont dans une situation parfois très difficile et beaucoup moins confortable que dans le passé. Le fonctionnaire peut être coincé entre la population et l'homme politique ou les femmes politiques. Et s'il ne fait pas attention, il se fait vraiment coincer. Il doit d'abord être l'expert, je crois, celui qui, correctement et d'une manière la plus impartiale possible, analyse les questions, les avantages, les inconvénients, offre des alternatives en termes de décision. Et puis, il doit aussi être celui qui est capable d'organiser et d'assumer un dialogue avec les citoyens. Mais en fin de course, c'est aussi celui qui prépare la décision des politiques et, à un moment déterminé, ceux-là vont décider. Et alors là, il doit assumer aussi loyalement ce qui a été décidé et l'exécuter et continuer à l'implémenter convenablement. C'est parfois très difficile, mais je crois que d'une manière assez remarquable, on trouve à travers tous les pays d'Europe des fonctionnaires extrêmement compétents et motivés. Ils ne sont pas tous toujours les meilleurs exemples parce que le monde n'est pas parfait. Pourquoi le monde des fonctionnaires serait parfait? Mais j'ai rencontré en tout cas des gens remarquables pendant toute ma vie politique et souvent des gens qui font un travail au moins comparable à ce qu'on fait dans le secteur privé, alors que là, ils auraient gagné beaucoup plus en termes de rémunération. À ce niveau-là aussi, le monde a beaucoup changé. Je crois que les rôles respectifs restent différents. Une entreprise privée a quand même comme objectif prioritaire de faire gagner de l'argent à ses propriétaires. Les services publics ont à réaliser le bien commun. Mais il ne faut pas exagérer dans la différence. Je crois que les entreprises privées ont aussi un rôle très important en matière de bien commun, d'équité, de solidarité. Et une entreprise qui veut réussir a besoin de beaucoup d'équilibre et pas seulement de la shareholder value. Et un service public a tout intérêt à s'inspirer dans sa façon de travailler des méthodes de gestion qui sont applicables dans le secteur privé. Les deux se rapprochent d'ailleurs à beaucoup d'égards. Il reste des différences, mais on peut apprendre beaucoup l'un de l'autre. Et en plus, il y a pas mal d'enjeux où ça mérite vraiment qu'on essaye de coopérer. De coopérer parce que l'apport du privé et l'apport du public peuvent ensemble arriver à un résultat meilleur que ce que chacun ferait en
se gardant un peu en chien de faïence ou en faisant uniquement des relations classiques de commande publique. Parfois, des vraies synergies peuvent être réalisées et il faut évidemment aussi, quand on va vers ce genre de synergie, toujours être attentif à tous les abus qui sont possibles. Il faut quand même que chacun garde sa responsabilité, mais il y a beaucoup d'intérêt à réussir des opérations de partenariat public-privé, pour lesquelles d'ailleurs il y a d'innombrables formes possibles en termes de gestion concrète ou de gestion financière. Mais si chacun doit prendre un bout de responsabilité et de risque, c'est parfois la meilleure façon de minimiser les dangers d'échec d'une manière générale. Là, nous ouvrons un tout grand débat et je ne peux que l'esquisser. Moi, je crois qu'il y a en Europe un urgent besoin de redéfinir un peu les règles qui encadrent l'investissement public. La capacité d'action et d'investissement des collectivités territoriales, qui sont pour plus que la moitié des investissements publics en Europe, est actuellement réellement en danger. D'une part, par des conséquences de mauvaise gestion dans le passé, mais c'est toujours simple de savoir ce qui a été mal fait dans le passé quand on est dans le présent et dans le futur, mais aussi pour des règles qui sont structurelles et qui sont inadéquates. C'est un aspect très technique de la dette publique dont il faut parler maintenant et de la façon d'imposer aux États et aux collectivités territoriales qui sont globalisées en termes de comptes nationaux de ce point de vue-là par les autorités européennes. Il faut nuancer. On a pour l'instant un système de comptabilité SEC 2010, qui vous oblige en collectivité territoriale d'inscrire l'entièreté de vos investissements dans le budget de l'année où vous l'effectuez. Je ne suis pas un grand économiste de ce monde, mais j'ai quand même assez d'expérience en la matière pour savoir que c'est une hérésie économique. L'investissement s'amortit et il doit aussi pouvoir s'amortir dans le chef des collectivités territoriales. Si nous allons en plus alors combiner cette règle avec la définition restrictive des déficits autorisés, indépendamment de savoir s'ils résultent des dépenses courantes ou des dépenses d'investissement, ou si nous tenons compte d'une autre règle comptable européenne qui veut que le recours à des réserves que vous avez fait est considéré comme un emprunt, donc comme quelque chose qui tombe dans la limite du déficit annuel, alors vous tuez la capacité d'investissement des collectivités territoriales. Et là, je m'inscris vraiment en faux contre cette manière de voir les choses. Elle est complètement illogique. Et le seul aspect logique qu'on pourrait trouver là-dedans, c'est une volonté déclarée de tuer la capacité d'investissement des collectivités publiques. Ça, c'est légitime, on peut vouloir ça, mais ce n'est pas du tout l'Europe que moi je veux et ce n'est pas non plus la conception du service public que j'ai. Au contraire, moi, je suis un farouche partisan de services publics très forts qui sont capables d'investir convenablement et qui investissent aussi convenablement. Pour l'instant, nous avons, et je ne parlerai même pas des situations très difficiles comme la Grèce ou d'autres, nous avons une tendance à réaliser les objectifs que l'Europe impose en supprimant d'abord les investissements, parce que c'est plus simple. Mais c'est la plus mauvaise décision qu'on peut prendre. Il faut vraiment réhabiliter la capacité d'investissement des collectivités publiques, et c'est très important. Et en termes macroéconomiques maintenant, il faut quand même un peu regarder ce qui se passe au monde. Regardons comment les Américains font, et nous allons vite découvrir que l'investissement public par recours à l'emprunt est une façon d'investir l'épargne publique d'un État. Et entre les deux, il y a un lien tout à fait fondamental. On pourrait aussi éviter l'emprunt en augmentant l'impôt, mais c'est un tout autre débat. Mais faire de la sorte que l'emprunt des citoyens soit aussi utilisé dans des limites raisonnables pour faire des investissements indispensables pour l'amélioration des équipements publics, c'est quelque chose de très intelligent. C'est plus intelligent en tout cas que beaucoup d'autres choses qui ont été faites et qui ont été notamment à l'origine de la crise. Là, nous avons un grand débat. Et personnellement, je l'ai vécu pendant 15 ans où j'étais dans ma région, ministre-président et aussi ministre des Finances, dans une toute petite région. Mais j'ai vraiment vécu ça dans tous les détails. Et je crois qu'on a réussi à s'en sortir convenablement. Ici, dans mon engagement au niveau européen, au comité des régions, je cherche vraiment des alliés partout en Europe pour arriver à faire changer un certain nombre de règles en la matière. Il faut faire un vrai lobby des collectivités territoriales et au-delà des frontières politiques et idéologiques, parce que c'est de l'essence même de la capacité d'investissement qu'il s'agit pour la préserver, pour la rendre possible, pour la développer dans une Europe qui n'a jamais été aussi riche
que nous sommes maintenant. Il ne faut pas oublier cela non plus. Donc là, il y a un grand débat à faire et je crois qu'il est décisif si nous voulons relancer convenablement le développement économique, le développement de la société et le développement de nos collectivités. Absolument, la multitude de structures qui caractérisent l'Europe, quand on regarde ça de plus près, peut à nouveau se clarifier un peu quand on utilise correctement ce concept de la gouvernance à multiniveau. Il ne faut pas trop vite changer les différents niveaux. Il faut bien réfléchir avant ce qu'on fait, mais je ne veux surtout pas entrer ici sur le débat de la régionalisation en France. Mais je l'ai suivi de très près et c'est quelque chose qui se passe ailleurs aussi. Rien n'est fait pour l'éternité, mais avant de changer, il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on fait. Mais quoi qu'il en soit, il est essentiel que les niveaux de pouvoir existants de l'Europe, en passant par les États, les régions, les collectivités locales de premier ou de deuxième niveau, doivent finalement tous ensemble réaliser une politique qui est capable de produire des résultats corrects. Le citoyen s'en fout de la question de savoir qui est responsable. Et cette maladie de vouloir toujours rendre un autre responsable de ce qui ne se passe pas est un véritable cancer pour la santé des collectivités et des pouvoirs publics. Donc là, il faut arriver à une cohérence. Et là aussi, l'Europe doit faire le lien avec les collectivités. Et l'endroit où nous sommes ici, c'est un des lieux où ce lien peut se faire parce que nous avons les deux au même endroit et nous avons un endroit aussi pour dialoguer. Et en tout cas, je voudrais féliciter tous ceux qui prennent de leur temps pour se former, pour réfléchir à faire encore mieux demain ce qu'ils font déjà depuis longtemps souvent et ce qu'ils font aujourd'hui, parce que ça aussi c'est clair, c'est l'échange, c'est la formation, c'est la recherche de l'amélioration et de la performance qui est quelque chose de fondamental si on veut réussir les défis qui nous attendent à tous les coins de rue.